Salut tout le monde, bienvenue à Sous Tension, le show pour les entraîneurs et les passionnés de fitness présenté par l'Institut du fitness et de la transformation. Un autre épisode spécial aujourd'hui, on a pensé faire un petit spécial pour le jour de l'an avec mes collègues Vince, Kevin, Kayla. Salut tout le monde. Salut. Bonjour. Gang, première question pour vous. Là, on le sait, le nouvel an en fitness, c'est comme le moment où tout le monde veut se prendre en main, on fait des résolutions. J'aimerais ça entendre vos conseils. Je vous pitch la question très large. Vous pouvez l'approcher de n'importe quel angle, de façon aussi nuancée que vous voulez. Comment un entraîneur peut capitaliser, en profiter de ce moment-là pour acquérir de la clientèle puis bien partir l'année en affaires? Promo? Je vais laisser Kayla parler. Ouais, non, mais vite, honnêtement, ça marche souvent. Là, quand les gens ont tellement dépensé au mois de décembre, ils veulent se remettre en shape. Je pense de faire une promo, ça pourrait être une bonne avenue pour potentiellement avoir peut-être plus de clients. Genre style Boxing Day, mais après Noël. Ça pourrait marcher. Sinon, il y a tellement d'avenues. Moi, je vais mettre un commentaire d'expérience là-dessus. Là. Promo égale donne quelque chose de plus, mais baisse jamais tes prix. Ouais. Mm-hmm. Parce qu'une fois que tu as donné ton client, là, tu signes avec moi, Vince, puis je te donne 20% de rabais sur ton suivi trimestriel ou annuel. Quand j'arrive te renouveler, tu vas dire « Hey Vince, tu m'as donné 20% la dernière fois. On est rendu des chums. Tu m'as donné 20%. » Ah ouais. Je te donne un programme gratuit, une évaluation, c'est passé, c'est donné. Mais si tu baisses ton prix, t'es fait. Tu vas toujours être dans le carcan du bas prix. Mm-hmm. Fait que, moi, le service est égal pour tout le monde, le prix est égal pour tout le monde. Quand je tombe en promotion, c'est égal, tu as une évaluation gratuite ou je te donne un pot de protéines, whatever. Un cadeau, mais mes services, c'est non négociable. Ça, je pense que c'est une bonne affaire parce que la journée que tu as commencé à faire ça, puis là, tu frustres celui qui a payé le plein prix aussi. Là, je veux dire, l'autre à côté qui est ton client fidèle depuis des années qui paye le plein prix, il va se dire, ben là, lui, c'est un nouveau puis il paye moins cher que moi, c'est pas normal. Fait que c'est peut-être un truc, baissez jamais vos prix, donnez des cadeaux à la place quand vous voulez faire les promotions. Puis la période d'après-fête, ben, tout le monde est chaud. Là, je veux dire, moi, j'appelle ça amicalement. Là, c'est un peu humoristique. Personne, mais j'appelle ça la période touristique. Les gens débarquent en touriste un peu au gym. Là. On va faire un petit tour, une semaine ou deux, puis après ça, on s'en va. C'est le resort. Puis là, le gym, lui, c'est souvent en promotion parce qu'il dit, ben là, ils vont s'abonner pour 1 an puis ils vont s'entraîner 2 mois. Fait que je gagne de l'argent à baisser mes prix, ça, c'est une chose. Mais le service, ça devrait pas être ça. Mais si tu es à l'affût de... Moi, je pense que les gens sont... Il y a l'argent, là. Si tu peux donner une promotion, mais surtout aller chercher ce qui est tendance à cette période-là. Tu vas nécessairement avoir du monde qui sont tout oui, là. Les résolutions, c'est ça. Mm-hmm. Fait que les gens vont dire, ben écoute, qui je vais voir? Les gyms se remplissent, fait que t'as une opportunité. Là. Ouais. Fait que t'offres le service de dire, ben regarde, problème d'amaigrissement, t'es déjà dans le bikini ready, là, genre de monde se projette déjà au printemps. Là. Ah oui, absolument. Ah, puis même les entraîneurs peuvent être dans le gym dans cette période-là pour des fois les corriger, certains clients. Donc, tu prends du temps qui est comme, au lieu de payer une publicité, c'est toi qui es dans le gym, c'est ton temps qui est comme gratuit, dans un certain sens, mais tu vas faire un peu un démarchage pour rencontrer des nouveaux clients, des gens qui sont justement des nouveaux abonnés. Puis là, tu dis, regarde, place tes coudes comme ça, fais tel mouvement, puis tu peux juste donner un petit conseil gratuit, puis tu te présentes. Au moins, il y a déjà un premier contact qui a été fait. Je ne suis pas le meilleur exemple en termes de donner des conseils marketing dans le janvier. Étant au Pro Gym, 10 000 clients, j'ai jamais eu besoin de... Les gens analysent, OK, puis le sac cogne, ça, on est tous bien nantis dans le temps des fêtes avec l'abondance de clientèle. Fait que j'ai pas eu besoin de faire de promo ou de données. Mais je pense que pour moi, aller dans le gym, ce serait un bon point. Ouais. Pour ceux qui sont moins horaires chargés. Très bon conseil. Puis aussi, je pense, un truc que moi, je peux donner à l'audience, c'est que, dans une période de temps comme ça, ben, c'est que tu sais, parce que le mot promotion, ça veut dire de promouvoir ce qu'on a. Fait que tu peux le faire à travers un rabais, mais il n'y a pas juste les rabais, comme tu mentionnais, mais même de repackager, pense à un produit, je fais juste changer la couleur de l'emballage. C'est-à-dire, rejoins mon défi pour te mettre en forme début d'année, puis tu vends la même affaire que tu vends au même prix que tu l'as vendu tout le long d'année, mais tu donnes un prétexte aux gens d'être excités et d'embarquer dans quelque chose. Je pense que juste ça, puis après ça, il faut juste... Ça, c'est un bel hameçon, puis après ça, il faut juste que tu le partages. Comme tu disais, tu peux le faire directement en présentiel dans un gym. Moi, ce que je faisais, je me rappelle, là, 15 ans, quand je travaillais au Atlantis, c'est niaiseux, mais j'essayais d'accrocher des affaires dans le gym. Je me faisais des petits posters, puis j'ai demandé la permission, je peux-tu le mettre là, je peux-tu le mettre dans le vestiaire?
faut penser à ça. Puis là, on a les réseaux sociaux, faire des publications, mais un autre conseil pour les gens, faites des stories, puis genre ça, mettez-les genre à tous les jours, on s'en fout, là. Parlez-en à tous les jours de votre spécial du jour de l'an pour la nouvelle année. Permettre aux gens de le voir. Fait que ça, c'est la première étape. Assimiler aussi. Puis là, ça m'amène à la prochaine question. Fait que là, on a acquis des clients, c'est la nouvelle année. Comment vous faites pour les retenir? Qui passent à travers cette motivation-là de courte durée. Souvent, comme tu disais, le monde se sont engagés, ils ont pris un abonnement au gym, puis là, le gym est bien content parce qu'à partir du mois de mars, tu ne le revois plus. Mais comment qu'on fait pour amener un client? Tu sais, il arrive chez vous, là, on profite du fait, il est motivé, on l'accroche. Mais comment on fait pour profiter de ce temps-là pour le transformer en quelqu'un qui va être discipliné puis avoir une vue plus réaliste et longue durée? Moi, j'y vais avec objectif court, moyen, long terme. Ouais. La motivation, c'est up and down. C'est pas constant tout le temps. Donc, puis, les gens aussi ont de la volonté de changer, mais ils n'ont souvent pas la constance, la persévérance. Fait qu'il faut les garder motivés le plus possible. Fait que moi, on fixe toujours des objectifs à court terme qui est commandé d'une semaine, moyen terme, un peu plus longtemps, peut-être un horizon de 3 mois. Puis après ça, long terme, c'est comme exemple une personne qui veut perdre 60 livres. Ben, c'est exemple, on perd 1 livre par semaine. Exemple, tout dépendant de son rythme de vie, au niveau de l'exercice physique, c'est que si la personne fait 4 heures d'exercice, exemple, par semaine, c'est quelque chose de réalisable avec la structure alimentaire. Fait qu'on perd 1 livre, ça c'est l'horizon. Est-ce qu'on perd notre livre, exemple, par semaine? Là, ça motive. Sur le trimestre, on vise peut-être un 12 livres. Peut-être qu'il va atteindre 13-14. On va être content de notre objectif mi-parcours. Mais après ça, si on réussit ça, ben dans un an, on a perdu 52 livres. Exemple. Fait que si on fait juste focusser sur le 60 livres à perdre, mais là, c'est 1 semaine, 2 semaines, 3. Là on peut s'écarter tranquillement. Là, fait qu'il faut garder. C'est l'objectif, puis je trouve que ça fonctionne bien. Puis même aussi, c'est de mettre sur papier, des fois noir sur blanc, les avantages et désavantages. Là, je parle d'une personne, exemple, qui veut changer sa composition corporelle. C'est quoi les avantages et désavantages de rester comme tu es en ce moment? C'est quoi les avantages et désavantages de changer, de perdre ton 30 livres, au niveau de ton souffle, au niveau de... Fait que là, en le voyant noir sur blanc, il faut comme, OK, j'ai beaucoup plus d'avantages à aller vers là que de rester ici. C'est plus conscient. Puis là, après ça, des fois, tu peux même demander à ton client de, OK, donc là, on s'engage pour les perdre un 6 mois. Donc, on se fait un petit protocole, pas un petit protocole, mais un petit contrat en disant, je m'engage à... Puis là, après ça, il signe en bas. Il s'est engagé, même si ça n'a pas de valeur. On ne veut pas aller en cours avec ça. C'est juste pour, entre nous, ensemble, juste pour dire, OK, on est un travail d'équipe. Moi, je vais te donner les outils. Puis toi, tu vas faire... Je peux pas manger à ta place, je peux pas m'entraîner à ta place. Fait qu'on va travailler, on va aller ensemble, comme un travail universitaire. Fais ta partie, s'il te plaît, pour avoir une bonne note. Fait que c'est un peu ça. Fait que si on veut... Moi, je veux autant perdre de 60 livres que toi. Sauf que j'ai une certaine limite à laquelle que moi, je peux m'impliquer. Je peux te motiver, donner des outils. Fait que j'essaie de sensibiliser la personne à ne me déçois pas non plus, mais tu vas te décevoir aussi en même temps. Fait que sans mettre de la culpabilité, mais de le rendre un peu redevable. C'est un mélange de... Je trouve ça bon, ton conseil, parce que non seulement ça va aider à garder tes clients après, mais là, ça t'aide à les acquérir parce que c'est un méchant bon speech de vente. Là. Ouais. Si tu établis les objectifs dès le début, puis on va y aller en temps de temps, c'est comme la personne sait dans quoi qu'elle s'engage, puis là, elle est vraiment motivée. Fait que c'est comme super encourageant. Tu vas avoir des gens conséquents comme clients. Ils s'engagent un peu dans la connaissance de cause. Ils ne sont pas dans le néant. Là, c'est clair. Là, c'est écrit. C'est une bonne chose. Puis je pense aussi que la fréquence du suivi est importante au début. Là, un débutant, il y a moins de latitude. Moi, je prends plus de ces clients-là de perte de poids et tout ça. Pas parce que j'aime pas ça. C'est juste que j'ai pas assez de temps à leur donner. Les résultats en perte de poids pour quelqu'un qui commence dans le processus, c'est la fréquence fait foi de tout. Là. Moi, quand je fais de l'entraînement privé, c'était mes clients que je sédulais 3 fois par semaine. Là, ça me coûte cher un peu, mais ça va être ça. Là, je mets ça dans ton horaire. Tu vas créer une routine qui va devenir un peu ta discipline. Parce que la motivation, là, tu l'as en janvier, mais en mars, je te vois 1 fois par mois, je te reverrai plus. Fait qu'il faut que je te vois au moins toutes les semaines. Puis si je peux te voir plusieurs fois par semaine, au moins qu'on ait un suivi, que si tu le fais en ligne ou à distance, mais que la personne elle a un journal à remplir, elle a quelque chose, il faut qu'elle se commette. C'est la fameuse, moi je prends une photo, les clients à distance, toutes les semaines, le lundi, ça me prend une photo. Puis les mensurations, puis tout ça, puis on s'écrit, ça prend 10 secondes, mais je te garde à l'œil. Puis ça m'est déjà arrivé d'avoir des discussions pas le fun avec du monde. Tu t'es engagé, là. Moi, je vais faire tout ce que je t'ai dit que je ferais, faut que tu fasses ton bout, ça. Chacun... je pense que des fois, c'est la bonne chose aussi pour eux de l'entendre de cette façon. Moi, j'ai été... Avec les gens que j'ai été le plus rigide, c'était avec ceux que j'ai le plus de résultats, puis c'est ceux qui m'ont le plus remercié. Parce qu'ils n'ont pas ça dans leur vie. Fait qu'à un moment donné, sans le dire, ils recherchaient un peu. Là. Non, écoute, ça marche pas. Puis moi, c'est déjà allé jusqu'à, regarde, c'est pour être comme ça, mais on ne pourra pas travailler ensemble.
T'as un peu, non, je suis content, là, ben, à ton bout. En quelque part, je pense que c'est un peu ça que la personne recherche. Définitivement. Si tu cherches un entraîneur, en quelque part, joueur de hockey pro, là, il se fait brasser des fois. C'est pour te motiver. En plus de faire que c'est ton travail, ta passion, t'es payé pour. Puis il faut qu'il brasse des fois. Imagine-toi le client il te paye. Il pense qu'il y a un edge sur toi des fois. Moi, j'ai beaucoup de clients exécutifs dans ma clientèle, là, encore aujourd'hui. Je t'engage comme entraîneur. Je suis pas ton employé. Là. Moi, quand dans mon bureau, c'est moi le boss. Là. Peu importe comment tu payes. Ça veut dire, c'est ça c'est ça le travail. C'est à moi de dire qu'est-ce qu'il faut que tu fasses, puis toi, tu te connais à le faire, puis ensemble, la combinaison de ces deux affaires-là, on va avoir des résultats. Fait que je pense que la fréquence du suivi fait foi de tout au début, parce que ces gens-là, ils sont au début du processus, puis ils sont très peu outillés. Fait que tu peux pas tout construire d'un coup. Fait que une affaire à la fois. Puis à un moment donné, tu sais, quand ça fait 3 mois que tu t'entraînes 3 fois par semaine, puis tu n'as pas sauté une fois, la fois que tu sautes après, tu fais j'aime pas ça. Ouais. C'est rendu mon habitude, je suis habitué, je me sens pas bien. Mais faut que tu le crées, ça. Fait que le début, c'est pour ça que le nouveau client, il faut que tu aies de la place dans ton horaire aussi. Hein. Il y a des gens qui prennent des nouveaux clients, mais ils peuvent pas les voir plus qu'une fois par mois. Tu te rends pas service, puis tu te rends pas service, tu as peu de chances de réussite. Là. Puis pensez-vous que ce type de clientèle-là là, qui se dit, bon, j'en profite, résolution, enfin, je me mets dedans, puis que justement sont particulièrement, mettons, pas éduqués, pas outillés, pas habitués, comment vous faites pour approcher que cette personne-là, ben, a fait ça pour des résultats, mais réalistiquement, pour l'amener d'étape en étape, elle est tellement loin. Là, le jus d'orange le matin avec une banane puis 2 toasts, puis là, il faut l'amener à quelque chose. On s'entend qu'on peut pas tout transformer tout d'un coup pour l'amener en perte de poids. Comment qu'on fait pour la garder à travers ce premier mois, peut-être 2 mois-là, qui n'aura même pas de perte de poids, qui aura comme juste création d'habitude? C'est quoi votre approche par rapport à ça? Je pense que c'est de l'ajustement. Là. C'est de pas y aller trop drastique. Exact. C'est vraiment juste de comme dire, OK, là, c'est quoi ton starting point? Là? Toi, mettons, tu manges 2 toasts, beurre de peanut puis banane avec un café, puis tu manges pas jusqu'à, mettons, 2 heures. OK, on va essayer de changer ça, mais peu à peu, parce que si tu y vas drastique, il va juste lever les voiles, puis il va être comme, OK, non, c'est pas pour moi, je cancelle tout. Fait que je pense l'équilibre, encore une fois. Oui, c'est le fameux, les gens pensent embarquent dans poulet brocoli. Là, ouais. Faut pas que tu essaies de répliquer ce que tu fais toi. Mettons que tu es bien rigide ou tu es quelqu'un, ça te convient. Mais il faut que tu considères de où il part. Là, comme Kayla a dit, là, si tu pars de 2 toasts au beurre de peanut avec un café 4 sucres, ou tu déjeunes juste pas. Parce que moi, je déjeune pas, moi. Depuis combien de temps? 10 ans. Je te mettrais pas à 6 œufs le matin. Je sais pas, là. On va commencer avec un petit yogourt avec un demi-scoop de protéines, puis c'est pas super. Ça, je suis capable de le faire. Fait que, il faut qu'il y ait des victoires, eux autres aussi. Là. Des petites victoires vont faire une grosse victoire. C'est tout l'impossible un peu pour eux autres. C'est sûr qu'ils vont se décourager. Fait que c'est peut-être une erreur qu'on voit souvent, d'essayer de reproduire ce qu'on fait sur nous-mêmes, sur l'autre. Là. Ouais. Programme d'entraînement, même chose. Tu prends pas grand-chose pour mettre quelqu'un en forme quand tu sors du sofa. Là. Le premier programme, il est simple. Là. Tu peux tout le faire sur une napkin présentement. Là. 10 minutes de marche, ça, squat avec ton poids. Des affaires. Le monde m'a dit, je pensais que ça serait plus dur que ça. Pas si pire. Fait que là, ils sont contents. Je suis plus en forme que je pensais. Fait que, cette petite victoire-là t'amène à d'autres choses. Fait que c'est important de construire. C'est pour ça que moi, le monde dit, je vais te prendre un programme d'entraînement puis une diète. Je fais pas ça. Pourquoi tu fais pas ça? Ben, tu gagnes, ça sert à rien. Comment ça? Je peux pas mesurer tes résultats dans le temps. Tu penses-tu que ce qui est efficace là va l'être encore? Non, c'est un suivi que ça te prend. Ça donne rien. J'ai pas de formule magique. Là. Je te fais un programme, une diète, pour avoir ça, puis t'es bon pour. Fait que, tu sais, c'est déconstruire aussi la mythologie autour de ça. Puis l'erreur qu'on voit souvent, c'est de mettre ça trop compliqué trop vite. Ouais. C'est vrai.
Entièrement d'accord. Tu sais, c'est pas de changer. Moi, c'est vraiment la stratégie que j'utilise. Je me colle le plus possible à l'alimentation que la personne fait en ce moment, puis je vais ajuster la qualité et les quantités. Fait que même des fois, je peux peut-être garder les toasts le matin, mais on va aller prendre des toasts un peu plus fibreux. Tu sais, ils ont un peu plus de fibres à l'intérieur. On va changer la qualité. On va jouer là-dedans. Fait que la personne a des changements qui sont pas trop drastiques, ça se fait bien. Puis moi, c'est toujours encore ma phrase, parfaitement imparfaite. Donc, ça, on va dire que tu vas... Commence par stabiliser ton déjeuner. Par exemple, que tu en avais déjà un, on va l'améliorer. Après ça, les repas, ça sera plus tard. Après une semaine, OK, on va stabiliser les collations que tu veux rentrer. Puis là, après ça, on avance. Parce qu'une nouvelle habitude, ça prend un certain temps. Fait que si on a, OK, je mangeais un repas par jour, là, il faut que je mange 3 repas d'une collation. Là, ça fait beaucoup à gérer. C'est quoi les recettes que je peux faire? Là? Après, en plus, il faut que je m'entraîne. Donc, c'est un nouveau gym? Sont où les appareils? Ça fait beaucoup de nouvelles informations. Donc, je veux qu'on commence souvent à focusser sur certains éléments. Fait que même si le gym n'est pas parfait, tu es venu une fois cette semaine, au moins, tu as stabilisé ton déjeuner. High five. Good. Bonne victoire. Tu sais, c'est pas de souligner ce que la personne n'a pas fait, mais plus de dire bravo à ce que la personne a fait. Là. Fait que ça l'encourage, ça garde la motivation, ça fait que c'est d'y aller graduellement. On n'est pas... C'est la transition, le pire, d'une personne exemple, qui ne faisait rien ou qui n'avait pas une sensibilisation au niveau de son alimentation, son mode de vie. Là, on commence, là, on a tout à bâtir, puis après ça, là, on va surfer sur les... Mais ce moment-là est important d'y aller graduel. Ouais, puis j'aime ça, ton approche de se coller à ce qu'elle fait déjà, parce que pour une partie de la clientèle, ce ne sera pas tout le monde, mais une partie de la clientèle, ben, que ces changements-là, mettons, elle déjeune avec sa famille. T'sais, de remplacer un pain par un autre type de pain, ça passe. T'es tout seul que, ben là, moi, maintenant, c'est 6 œufs puis tout, puis là, ton chum te regarde, tout le monde, c'est comme... Ou de la viande le matin, on va souvent. Ouais, tu sais, le classique, là. Ben, je pense que ça donne une chance aussi de transformer l'environnement puis d'embarquer les autres quand c'est plus doux comme ça. Oui, puis après ça, je le vois dans le concret. Il y a des résultats. Donc, on est capable de changer. La personne a un certain poids à perdre. On voit que juste ces petits changements-là, au niveau de la qualité, la quantité qu'on ajuste, écoute, on surfe là-dessus. On garde ça. Moi, c'est un peu mon horizon. On va mettre le plus grand éventail de choix possible. Puis après ça, quand on vient avoir un plateau ou quoi que ce soit, là, je vais aller... on va enlever ici, on va faire du fine-tuning sur... Mais je n'irai pas directement... Justement, des régimes, comme on dit à la culturiste, le poulet brocoli, les amandes, les blancs d'œufs. C'est sûr que ça va fonctionner, mais j'ai peu d'éventail de choix. Et donc, le succès à long terme, pour moi, est un échec. En vrai, je sais que ça, on ne gardera pas. Une fois que la personne va avoir perdu son poids, je fais quoi? Je n'ai pas appris à manger, mais je ne veux pas suivre ça. Ben, je vais reprendre ce que j'ai fait. Il n'a pas appris. On n'a pas éduqué notre client. Moi, c'est un échec à long terme. Fait que je veux éduquer mon client à des meilleurs choix. Fait que c'est un peu le même que je vois la vision pour une personne, pour que dans 5 ans, quand je le vois, il a maintenu son poids, il est capable de prendre des vacances, puis d'être capable de maintenir son poids, puis d'avoir une belle qualité d'exercice. Donc, c'est un peu de l'éducation qu'on doit être comme entraîneur. Ouais, vraiment bon. Puis là, on est un peu d'avance pour parler de vos résolutions. Mais la question que je peux vous poser, par contre, c'est comment vous abordez ça? Est-ce que vous en mettez? Est-ce que c'est une période pour vous où vous ciblez des objectifs pour votre année? Moi, c'est pas une période de résolution, mais chaque début d'année, c'est une période de bilan. Ouais. Moi, c'est un peu comme le bilan financier de l'entreprise. Si je fais le bilan, bon, OK, j'ai-tu atteint mes objectifs dans toutes les sphères de ma vie? Là? Puis, qu'est-ce que je peux faire de mieux pour les atteindre? Fait que, c'est plus ça que des résolutions. Je trouve que le mot résolution, ça rime un peu avec court terme. Avec ça ne marchera pas. Ouais, c'est d'être conséquent, de dire, regarde, j'ai fait ça cette année, je m'attendais à faire plus. Puis pourquoi j'ai échoué à tel endroit ou pourquoi j'ai réussi? Ça peut être ça aussi. Mais moi, je trouve que c'est l'étape du bilan. Moi, j'en ai 2 par année, ces étapes-là. Il y a mon anniversaire, puis la fin d'année. C'est souvent, à la fin d'année, on dirait qu'on est en sprint. Là, on va tout se rendre à quelque part. Puis là, à un moment donné, bon, OK, la période des fêtes permet de... Bon, l'année prochaine, je repasse ces bases-là, puis tout ça, puis je vais bâtir là-dessus. Puis moi, en plus, c'est le 31 décembre, c'est l'année fiscale, la fin de l'année fiscale chez ATP. Fait que, on est dans nos budgets annuels, puis tous nos projets. Fait que ça fait partie de tout. Là. Mais c'est important de le faire parce que je pense qu'en quelque part, si tu t'arrêtes pas à regarder un peu avec un peu de recul ce que tu as fait de bien ou moins bien, tu vas répéter la même affaire tout le temps. Ça va juste accumuler Fait que les résolutions, souvent, les gens veulent trop faire des affaires qui sont loin de... Ouais. Je veux perdre du poids, je veux faire ci, moi, je fais souvent... j'ai souvent la conversation, c'est peut-être intéressant pour le monde d'avoir ce concept-là. Je joue au planificateur financier avec mes clients, parce que c'est beaucoup plus concret et plus facile à comprendre. Pierre, dans mon bureau, il dit bon, le 1er janvier, là, je veux perdre 25 livres. Bon, parfait. OK, qu'est-ce que tu manges? Je regarde qu'est-ce qu'il mange. OK, es-tu prêt à faire des changements ici et là? Puis tu dis ouais, mais là, moi, déjeuner, j'aime pas ça, déjeuner. Parfait. Bon, ça, c'est un moins que tu n'es pas prêt à faire. Moins. Après ça, il faudrait que tu t'entraînes 4 fois par semaine. Je dois mettre 3h30 en musculation. Puis peut-être, j'ai du temps pour 2 fois par semaine. 2 fois par semaine, fait que je vais faire un moins là. Puis ton objectif final, c'est quoi?
Fait que, tu sais, je dis, bon, OK, mettons je gère tes finances. Tu me dis que tu vas prendre ta retraite à 60 ans, puis que tu fais 50 000 par année, mais que tu n'es pas prête à couper les dépenses. Tu veux quand même manger au restaurant 4 fois par semaine. Puis, finalement, tu as 1000 pièces à mettre par année dans tes REER. J'ai dit, tu vas arrêter de travailler à 164 heures. Fait que, tu sais, il faut être conséquent. Belle analogie. Tu sais, fait que c'est un peu ça, là. Fait que, tu sais, je dis, là, si tu me dis, ben, ton objectif, 25 livres, tu sais, si on est réaliste, tu vas l'atteindre dans 5 ans. Qu'est-ce que tu peux faire de plus pour l'atteindre cette année? Ouais, Tu sais, souvent, c'est ce concept-là de l'argent, c'est plus tangible. Tu sais. Si tu mets juste 1000 pièces de côté, il faut faire la mathématique. Là. Mettons que tu as 7 de rendement. Si tu veux être indépendant de fortune, il te manque du temps ou de l'argent. Là. Fait que faut que tu coupes en quelque part ou tu fasses plus de revenus ou tu sois réaliste. Là. Fait que, tu sais, les gens font ah ouais, on n'a pas vu ça de même. Ben, c'est un petit peu la même mathématique. Tu as une dépense énergétique, tu as un apport énergétique, puis tu as une répétition, une constance là-dedans. Puis c'est ça qui va t'amener les résultats. Fait que, après ça, il va y avoir le comment on fait ça, là, mais si t'es pas prêt à te commettre puis à le faire, déjà on est parti, ça marchera pas. Là. Fait que moi, je trouve que ce genre d'analogie-là, ça les remet un peu plus dans le réalisme. Parce que tout le monde a vu une publicité en quelque part, là, perdre 25 livres en 25 jours. Fait que quand on arrive dans ce domaine-là, le monde a toujours une pensée magique. Pour ceux qui n'ont jamais expérimenté, là. C'est comme ça, la fille, je donne son programme d'entraînement, puis là, je monte son programme, elle a du Romanian deadlift à faire, des split squats. Ouais, mais là, moi, je vais pas venir trop musclé, moi, là. Regarde ça. Ça meurt, hein? Il y a beaucoup de musculation là-dedans. On va voir ça venir. Ça n'arrivera pas dans la nuit. Elle va se lever un matin. Mercredi à jeudi. Qu'est-ce que c'est ça? Mais c'est un concept. C'est les mythes dans la coin de dur. Là. Fait que c'est une affaire. Là, moi, je te donne ça. Tu me dis en rentrant dans mon bureau, tu voulais avoir l'air de la fille de fitness. La fille de fitness qui pèse 113 livres, elle squatte en série son poids. Puis là, tu me dis que tu vas avoir la même shape qu'elle avec des poids de 5 livres. Comment on y arrive? Ah ouais. Tu sais, c'est ça. Les gens, puis les médias sociaux, il y a tellement du tout et du n'importe quoi. Il y a du très bon. Comme des fois, tu regardes ça, tu dis, mon Dieu, peut bien être mêlé. Même moi, je vais mêler des fois. Mais c'est important, je pense, ce genre de calcul-là fait que les gens sont comme, OK, finalement, j'étais vraiment dans le champ. Oui, pas mal. Nice. Puis vous, résolution, vous en mettez-vous? Ben là, moi, ça va être spécial, là, parce que je vais accoucher au même moment. Fait que ma résolution, ça serait juste, je pense, objectivement, de prendre le temps pour moi, comme je le faisais de base, puis être une team avec mon chum, puis vraiment juste de bouger. C'est pas nécessairement retourner au gym le lendemain de l'accouchement, évidemment, c'est pas optimal, mais de pas s'oublier dans cette nouvelle aventure qui commence, que je ne connais pas encore. Donc, je pense que ça va être ça, le début de l'année, puis jongler un peu avec ma nouvelle vie. Ouais. Cette année, ça va être ça. Cool. Toi, de continuer. Je n'ai pas de résolution. Je suis plus comme Vincent avec des bilans d'année. Puis bilan, mais que j'analyse sur plusieurs sphères. Je fais un peu mon bilan personnel, donc pour voir comment a été mon année, est-ce que j'ai des choses que j'aimerais changer. Bilan de couple, bilan familial, bilan sportif, bilan académique. Donc, je suis capable de voir un peu, OK, c'est quoi les formations que j'ai faites, que j'aimerais peut-être faire, que je veux mettre de l'avant. Fait que c'est quoi les activités que je veux faire avec ma conjointe, c'est quoi, là, tu sais, comme l'exemple l'année passée, c'était plus le sprint, là, avec lift, j'en avais beaucoup. Ça me rendait difficile à faire mes entraînements. Je me blessais quand j'allais faire mes sprints. Fait que, OK, fait que sportif, on va le mettre de côté. Je vais reprendre l'entraînement. Donc, je fais un bilan de, OK, c'était peut-être trop tôt, on va le remettre plus tard, mais je ne l'oublie pas. Fait que j'essaie de le faire un peu pour me planifier dans ma prochaine année, mais des fois, c'est peut-être pas dans la prochaine année. Ce qui est le fun aussi, c'est de se projeter dans 5 ans. Aussi, parce que les actions de maintenant vont nous amener comme la personne qui veut perdre 50 livres, il faut qu'elle la perde 100 livres par semaine pour se rendre à 50 livres. Fait que si j'ai un objectif dans 5 ans, que j'ai une vision X, il faut déjà que je commence à planifier. On peut aller vers le sud, puis je pense aller en Floride, je suis en Californie, je suis allé au sud, mais j'ai pas tourné le volant à la bonne place. Fait que ça fait que vaut mieux des fois de faire une petite réévaluation. Fait que j'ai pas de résolution en soi qui dit c'est X volets que je veux, mais c'est plus une sphère globale en vrai, pas une sphère, c'est l'analyse de mes sphères de vie. Je trouve ça bon. Je vais m'inspirer de vous autres. Je pense que non, mais je trouve ça bon parce que moi, c'est pas ça que je fais. Moi, je suis plus quétaine. Mes résolutions, je me mets carrément genre des objectifs par rapport. Mais c'est parce que puis il y en a que ça fait 4 ans que je remets. OK. Non, mais l'affaire, c'est qu'il y en a que oui. OK. Tu sais, fait que par exemple, je me rappelle pas si j'avais mis, mais on va dire Firelift
pour moi, ça aurait été comme une résolution, tu comprends? Comme, OK, je me mets des grosses affaires, puis je me dis, justement, mettons, tu t'en mets 3-4, tu te dis, bon, ben, fait 4 ans de suite, je suis pas en shape, mais c'est pas grave, les autres, j'ai réussi, tu sais. mais non, mais je trouve ça bien de faire ça, puis même, tu sais, comme tu dis, OK, ben, si je veux me rendre là, je devrais faire des formations pour penser à ça. Je pense que c'est le genre d'affaires que si tu prends jamais le moment pour y penser, un moment donné, tu le feras jamais. Tu sais, fait que c'est une belle occasion. Ouais. Puis moi, en tout cas, dans mes entreprises, je profite tout le temps du début de l'année pour justement, tu sais, travailler plus sur l'entreprise. Souvent, je revois nos offres de services. On est-tu compétitif? Qu'est-ce que je peux innover? Tu sais, nous, en marketing, ça change beaucoup. Ouais. Tu sais, même pour Lyft, c'est comme si tu le moment de penser à nos prochaines formations, c'est quoi qu'on pourrait faire, tu sais, ce genre d'affaires-là. Fait que justement, ma prochaine question pour vous, si on jouait pour le fun avec l'audience, ça serait quoi vos résolutions pour Lyft? Oh. Les résolutions pour Lyft. Ouais. Qu'est-ce que tu aimerais viser? Quel objectif on pourrait se mettre pour Lyft? Qu'est-ce qu'on aimerait faire dans le futur? Qu'est-ce qui vous vient? Moi, première des choses, j'arrête la résolution pour dire félicitations. Hein. On a réalisé, gang, quelque chose de fun avec ça. Là. On avait une vision, on avait des objectifs, puis on a le droit de se taper dans le dos un peu. Là. Oui, ouais, c'est vrai. On a tous fait un excellent job, je pense. Kevin, d'abord, là, on va te donner une grosse partie du crédit. Là. Je parle au nom des étudiants à qui j'ai eu la chance d'avoir du feedback, puis tu sais, c'est 100% des gens qui sont satisfaits. Fait que déjà, notre résolution de l'année passée est atteinte cette année. On a commencé en février, puis on a déjà des centaines d'étudiants satisfaits. Fait que c'est une belle... Moi, je vois juste du positif, puis tu sais, je suis emballé pour l'avenir. Tu sais, fait que la résolution, c'est... Pour moi, là, on est tellement dans la bonne voie qu'il ne faut juste pas lâcher. Il faut juste continuer d'avancer à la même vitesse, avec le même pace, avec ce qu'on a déjà de planifié. Puis je pense qu'on répond exactement à ce que le marché nous demandait. Là. Fait que, tu sais, moi, ça fait longtemps que j'étais là-dedans, j'avais une vision, mais je n'étais pas capable tout seul de faire tout ça. Puis on a tout embarqué dans un projet commun, puis on a les morceaux sont tous tombés à la bonne place. Fait que félicitations, guys. Oui, c'est bien vrai, tu as bien raison. Bien Félicitations. Fait que, Non, mais qu'est-ce qu'on peut dire pour le reste? Exactement, je ne devrais pas plus. Tes résolutions c'est sûr que c'est la francophonie qu'on va venir à aider le plus. Puis après ça va être... si on prend un horizon moyen terme, on va aller vers le côté anglophone, mais côté... se faire c'est ça. C'est une belle question que je réfléchis en même temps que j'essaie de répondre. Mais... Quand la première fois, tu sais, quand j'avais parlé de ça avec Steve, tu sais, puis il m'avait dit, faut se mettre des objectifs, là. Qu'est-ce qu'on fait première année? Je t'ai dit, un élève par jour. Fait que 365. Puis là, on est trop tôt pour le dire, mais au nombre qu'on est dans le temps que ça file, si on n'arrive pas à ça, on va être extrêmement proche. Ouais. Que pour moi, c'était quand même un objectif... j'ai pas mis la barre basse. Là. Je me suis pas dit, on va être sûr de l'atteindre. Je me suis dit, si on fait un élève par jour, là, c'est parce que ça rock. Là. On s'entend en première année, un start-up, là, c'est du stock. Là. Puis là, je sais pas, on est à combien de jours? On a lancé en février, là, on est en novembre, puis on a au-dessus de 250 élèves, fait qu'on fait le calcul. On sera pas loin. Ouais. Déjà, pour moi, ça, si je repense aux objectifs qu'on s'est mis, pour moi, c'est atteint. Mais c'est quand même le fun de penser au futur. Tu sais, moi, je pense, en termes de chiffres, je dirais le triple. Ça serait mon objectif. Parce que c'est pas juste le trip pour... Tu sais, en vrai, c'est plus on aide des gens à faire de leur passion leur métier, plus on aide des gens, des clients de... Fait que si chaque entraîneur sur ces 250-là aide, je vais dire, exemple, un chiffron, 100 clients dans une année, exemple, ben là, ça fait un bon nombre de gens qu'on va venir aider. Là, c'est exponentiel. Plus on est capable d'aider des gens, plus on aide de gens directement pour leur santé, leur responsabilité, une prise en charge. Donc, on aide le Québec. Ouais. 100%. Puis, comme tu disais, un des objectifs, traduire. Oui. Encore plus de gens. La demande, nous autres, c'est sûr que le réseau d'ATP est très étendu au niveau anglophone. Fait qu'il y en a qui voient qu'on a une école de formation en parallèle, puis ils sont comme, quand est-ce que on va le faire comme il faut, tant qu'à le faire. Fait que, tu sais, là, c'est sûr qu'on va avoir une unification. On a l'anglais puis le français qui roulent en parallèle. On a d'autres avenues pour d'autres places. Fait que, tu sais, l'important pour moi, c'était la personne, la première, es-tu satisfaite? La deuxième, là, ce qui me surprend, c'est que les commentaires sont hyper... Tu sais, des fois, tu ponds un contenu de cours, puis tout ça, puis tu dis, moi, je pense que... J'ai assez d'expérience pour savoir que, bon, si on va trop loin là-dedans, c'est un peu trop, puis si on n'en fait pas, on parle pas de ça, c'est pas assez. Mais après ça, tu sais, le monde, ils vont le recevoir comment?
Puis, tu sais, à date, c'est comme, voyons, je m'attendais pas à ça. Puis, tu sais, c'était... Puis l'accompagnement, on fait une bonne job. Ouais. Tu sais, c'était important. L'élève, il t'accompagne. Tu sais, donner un cours pour donner un cours, tu sais, qu'est-ce que je fais avec ça après? Tu sais, comment je m'organise? C'est l'accompagnement, les Zooms qui sont là toutes les semaines, le suivi, les appels. C'est une job de bras, là, mais c'est ça. À date, on a un succès qui est vraiment intéressant. Fait qu'il faut continuer. Ouais, c'est vrai, cet aspect-là. Tu sais, des fois, on a tendance à l'oublier, mais c'est pas commun dans les formations en ligne d'être aussi proche, puis d'être aussi humain, puis d'avoir autant de contact avec les étudiants. Puis moi, quand on pensait à faire livre, c'était tellement quelque chose que je me disais, moi, c'est ça que je voudrais. Fait que je comprends pas pourquoi on le ferait pas, tu sais. Puis, tu sais, juste le fait, tu sais, c'est niaiseux, mais comme tu as un numéro de téléphone, tu peux appeler n'importe quand, on va répondre. Tu sais, ce genre d'aspect-là, je trouve que, tu sais, dans l'automatisation puis la création des cours en ligne, le monde se sont distancés de ça, puis nous, on est revenu faire plus ça. Je trouve que ça fait toute une différence. Moi, je n'ai fait de la formation en ligne. Là. J'ai fait de FMU, j'ai fait Metabolic Fitness, puis tout ça. C'est tout. T'es fourré sur une question. Hein. Tu fais quoi? Il te reste Docteur Google, là, puis après ça, organise-toi. Là, tu reçois ton résultat d'examen, pass, fail ou whatever, puis là, tu fais comme, bon, j'ai rien compris ou j'ai tout compris, tant mieux. Mais tu sais, c'est très rare qu'on a, tu sais, en ligne et humain aussi fort, les deux. Là. Ça, c'est un gros plus qu'on. Fait que. Je pense que la résolution, finalement, Ben, c'est juste de continuer. De prendre les commentaires, mais là-dedans, que ça soit constructif. Oui. Mais à date, ça l'est parce que c'est encore plus encourageant. C'est qu'on n'est pas à tout refaire, on est à builder par-dessus, à en rajouter. Puis on a des idées de formation continue aussi pour les étudiants déjà actuels qui vont pouvoir continuer à grandir avec nous autres. Puis félicitations à nos étudiants aussi. Oui. Christy, il y en a que. C'était pas tout leur métier, puis ils sont impressionnants quand je les écoute sur les médias sociaux, parce qu'ils ont assimilé l'information. C'est comme, je suis comme, elle dit ça, que j'avais oublié, moi, ce bout-là. Elle est capable de décortiquer l'information. On a des exemples. Fait, je trouve ça vraiment le fun. Je trouve que c'est le fun de voir qu'il y a une relève qui est motivée puis qui fait les affaires comme il faut. Fait que. Puis tu sais, je pense aussi à des victoires. Pour moi, quelque chose que j'ai vu au courant de la dernière année, qui s'est répété, que j'ai trouvé vraiment le fun, tu sais, des gens que nous, on a approchés comme Amélie Dubois, P.O. McKinnon, Seb Cossette, qui sont venus, ils nous connaissaient. OK, c'est cool, c'est pas parce qu'eux, ils en ont nécessairement besoin, mais parce qu'ils croient à la mission. Puis là, là, ils viennent tourner un podcast avec nous demandent t'aurais-tu des entraîneurs à me référer? Engage un de nos étudiants, réfère du monde qui leur dit où est-ce que je devrais. Fait que là, eux, ils ont vécu toute la loupe là, au complet avec nous. Puis là, ils ont engagé du monde, ça fonctionne, c'est du monde compétent. Fait que tu as de nos étudiants qui ont une bonne job, bien payés, chez du monde que ça roule, qui ont des bonnes valeurs. Ça, c'est vraiment hot. Là, là, on a le concret, la boucle au complet. Puis on n'a même pas effleuré d'être en contact avec des entraîneurs, des entités, des gyms, des partenaires, décider ça juste au Québec. Puis effectivement, on a plein d'ambitions, plein de projets. Puis là, c'est de trouver le temps de tout mallier ça, mais c'est vraiment cool, je trouve. Puis pour moi, j'ai tellement de projets au niveau du marketing, on en parlait, je voulais revoir un peu l'image de marque, mettre ça plus blanc au lieu de noir, donner un deuxième souffle, comme un livre 2.0 déjà après un an, mais je pense qu'il y a bien des belles choses qui s'en viennent. Cool. Vraiment. On a des petites questions que tu as demandé à nos étudiants, voir s'il y avait pour nous. Fait que tu en as noté, je pense, 2 qui étaient particulièrement le fun pour le podcast. Yes. Puis dans les wins aussi, on peut se féliciter pour le podcast. C'est vraiment un plus gros succès que je me serais jamais entendu. Déjà, tu le sais, moi, je poussais justement avec Steve, il faut faire un podcast, on devrait faire un podcast, on devrait tous faire des podcasts. Puis finalement, man, même moi, je suis agréablement surpris, c'est malade. Puis on a des bons commentaires, il y a beaucoup de monde qui nous a écrit, il y a du monde qui nous donne des sujets, puis tout ça, fait, c'est le fun. Tu sais, l'objectif étant toujours de donner, mais on reçoit beaucoup avec ça. Cool. Moi, je me tape, je me tape 2 heures de route, venir ici, puis 3 heures, me retourner. Mais toutes les fois, je me dis, ça va être le fun. Puis on a des invités qui ont accepté aussi, les médecins qui ont accepté, du monde qui sont occupés, puis que, oui, j'ai entendu parler, voilà. Mais Christy, OK. Déjà, le petit échantillonnage qu'on a, c'est tout du positif, c'est vraiment le fun. Oui, vraiment. C'est des belles retombées. Ouais. OK, fait que de retour à nos questions. Question de Samuel. Les fameuses résolutions de début d'année que tout le monde lâche 3 mois plus tard, vous faites comment pour les garder sur le long terme? On a parlé un peu. On a pas mal un peu parlé. Ouais. On a quand même parlé. OK. Optez pour... question de Sandra. Opter pour une alimentation anti-inflammatoire pourrait apporter quel avantage sur la santé en général et les performances en entraînement?
Ben là, il y a un volet, une alimentation anti-inflammatoire. Donc, est-ce que c'est anti-inflammatoire pour tous ou c'est anti-inflammatoire pour certaines personnes? Fait que c'est sûr que c'est pas majoré à tout le monde. Là. Donc, est-ce que... Ouais, c'est ça, parce que, Kev, dis-moi donc, là, parce que moi, explain me like I'm five. Inflammatoire. Ça veut dire quoi? Une inflammation qui va se créer dans ton corps. Une inflammation, ça peut se représenter. Exemple, que tu te cognes le doigt, il va y avoir de l'inflammation au niveau de ton articulation. Puis, il va y avoir de la douleur, il va y avoir de la chaleur, il va y avoir un gonflement qui va être présent. Donc, des fois, c'est un peu ça qu'on peut ressentir dans un corps. Chaleur qu'on peut ressentir, douleur aussi qui peut être diffus à différents endroits, qui peut être causée par une inflammation systémique, donc c'est à travers le corps, qui peut être causée par quoi? Souvent l'alimentation. Les deux grands incriminés, il y en a d'autres. Là. On parle souvent du gluten, on parle souvent des produits laitiers. Est-ce que c'est tout le monde qui réagit? Non. Mais de plus en plus, on se rend compte qu'il y a une certaine population qui réagit. Parce que le gluten moderne a été transformé. Avant, il y avait 16 chromosomes, il en est rendu avec 42 chromosomes. On a ajouté vraiment une vingtaine de paires. Fait que c'est un gluten qui quadruple. C'est un blé, en vrai, pas un gluten, c'est un blé qui quadruple la quantité de gluten. Un pain qui est plus moelleux, etc. Donc, le gluten moderne crée une certaine inflammation. C'est comme si on commençait demain matin à manger de l'écorce d'arbre, qui fait que ça se peut que j'ai une petite réaction intestinale. Fait que, mais il y a des gens qui le tolèrent super bien. Fait que c'est pas de couper. Fait que c'est pour ça que la question à est-ce qu'on devrait prendre une alimentation anti-inflammatoire? Pas nécessairement. Donc, c'est vraiment d'analyser toi comment tu le ressens. Moi, j'ai beaucoup dans ma clientèle, quand ils consomment ces produits-là, l'inflammation, ils ont, disons, de la difficulté à fermer leurs mains, cogner aux portes mais quand ils mangent, ils font bien. Donc, action-réaction, tu le laissais, tu vois que ça te porte bien. Moi, je l'ai essayé, je vais mieux que si je consomme plus de gluten ou plus de produits laitiers. Les produits laitiers vont me donner de l'acné. Le gluten, j'ai vraiment des inconforts intestinaux, des ballonnements gros gaz. Fait que pour moi, c'est un constat de terrain. Fait que j'ai pas besoin de prise de sang. Je vois que je me sens mieux. Donc, c'est à moi de décider par la suite. Fait que est-ce qu'on a besoin de faire une diète anti-inflammatoire? Non, mais on voit qu'il y a quand même une partie de la population qui en retire des bienfaits. Donc, pour cette partie de population, je dirais qu'il y aurait un intérêt. OK. Oui, puis tu sais, l'alimentation anti-inflammatoire, si on l'étire plus loin, c'est s'éloigner le plus possible de l'alimentation transformée. Tu sais, il y a un retour à l'amour de la cuisine, là, c'est le fun. Il y a de plus en plus de jeunes qui cuisinent, qui achètent des plats au moins cuisinés, pas trop transformés. Parce qu'il y a plein de choses qui sont... Tu sais, on a parlé beaucoup des seed oil, comme quoi c'était pro-inflammatoire. Dis-moi de quoi tu parles exactement. Tu sais, on met ça dans un grand fourre-tout, là. Tu sais, quand on étudie, moi j'ai étudié l'alimentation, tu sais, on parlait d'oméga 6, on parlait d'oméga 3, on parlait de monoinsaturés, de polyinsaturés, on parlait de gras saturés, ils ont toutes leurs fonctions. Mais tu sais, de dire que les gras polyinsaturés sont moins bons que les gras saturés, ça sort de où, cette histoire-là? Ça sort de l'industrie. Tu sais, si tu prends un gras qui est polyinsaturé, puis tu fais un processus d'homogénéisation, tu le transformes par la chaleur, puis le kit, puis là, ça devient un acide gras trans. Le criminel, c'est pas le gras il était, c'est l'industrie qui l'a transformé. C'est un peu comme le gluten. Fait que l'alimentation anti-inflammatoire, pour la majorité, c'est une alimentation ancestrale. On retourne aux bases, les produits moins transformés possibles, puis tu vas avoir le moins d'inflammation possible. Puis tu vas avoir plus de bénéfices pour ta santé aussi. Tu sais, l'effet de satiété dans un aliment complet n'est pas le même. Tu manges du vide, 2 heures après, tu as le goût d'en manger, puis 2 heures, c'est long, là, ça peut être 10 minutes. Il n'y a personne qui abuse des bonnes choses. Des vraies bonnes choses. Tu sais, moi, je dis tout le temps aux gens, tu sais, oh, moi, je me lève la nuit pour manger, tu manges quoi? Des brocolis. C'est ça. Je suis sûr que j'ai mangé du Bruxelles, mais non. Mange des biscuits, c'est ça. C'est ça. On est habitué à ça. Donc, l'alimentation surtransformée nous amène à amener... C'est ça, l'inflammation. Premièrement, la surconsommation. Tu sais, quand tu es en résistance à l'insuline parce que tu as surconsommé toutes sortes d'affaires. Mais là, tu as un processus inflammatoire. Le gras, on pense que c'est inerte. Là, c'est pas juste un stockage. Les adipokines sont là. Il y a de l'inflammation. Le TNF-alpha, l'interleukine 6, rentrer dans les détails. Là, mais l'inflammation est causée par la surconsommation d'aliments transformés. Personne ne surconsomme. Le monde dit et on m'a dit de couper carottes. Qui mange trop de carottes? Ça va venir orange avant d'être diabétique. Là. Tu sais, je veux dire, tu vas faire une nouvelle dose de bêta-carotène avant arrêter là, de pointer du doigt. Il faut retourner à juste mange le moins transformé possible. Une carotte, c'est mieux qu'un jus de carotte, c'est mieux qu'un gâteau carotte. Une pomme, ça fait du sens. C'est mieux qu'une tarte aux pommes, un jus de pomme ou un strudel aux pommes. Ou le chausson aux pommes chez McDo. Dans l'échelle de la transformation, une pomme. Puis Vince, j'en profite pendant qu'on parle d'inflammation, de parler un peu de... Je sais que quand vous l'avez sorti, un de tes derniers bébés, tu étais bien fier. Le Inflamm Control. Oui. C'est quoi? À quoi ça sert? Quand? Pourquoi? Qui?
Ouais, c'est vaste aussi. Tu sais, la question est légitime parce que le monde dit, ben moi, comment je sais que je suis inflammé? Pas mal nulle part. Ouais, l'inflammation de bas grade, c'est pas tout le temps symptomatique. Tu sais que t'en as pas quand t'en as plus. Tu sais, il y a du monde qui sont inflammés tout le temps, sont fatigués, ont des problèmes digestifs. Quand c'est une situation chronique, tu as de la misère à évaluer comment tu étais avant. Tu sais, c'est comme on parlait dans l'autre podcast, c'est de la fatigue. Si tu es toujours fatigué, tu deals avec ça. Tu sais, tu prends plus de caféine, tu roules. Fait que l'inflammation de bas grade, c'est souvent dur à évaluer à moins d'avoir des prises de sang ou des symptômes. Il y a des gens qui ont des maladies inflammatoires, qui font de l'eczéma, qui vont faire du psoriasis, qui vont avoir des problèmes articulaires auto-entretenus de long terme. Et après ça, tu vas avoir des maladies cardiovasculaires qui peuvent venir. Tu vas mesurer, par exemple, la protéine C-réactive, le fibrinogen. Tu vas regarder d'autres facteurs de précipitation ou d'inflammation dans le système. Puis il y a des gens qui sont inflammés tout le temps. La première question, c'est essayer de trouver qu'est-ce qui est la cause d'eux. On vient de l'énumérer. Change ton alimentation. Le supplément ne compensera pas. Mais pour résorber l'inflammation plus vite, il y a des processus qui peuvent être mis en place, dont des enzymes, dont des plantes qui ont des processus anti-inflammatoires. On a le NRF2 puis le NF-kappa-B, c'est un processus pro-inflammatoire au niveau cellulaire. Les oméga-3 sont intéressants pour ça. On a fait un produit, nous autres, qui est vraiment très large, de la douleur articulaire à l'inflammation de bas grade, à la prévention de maladies dégénératives. Le cancer, ça commence par un processus inflammatoire auto-entretenu. Ça perturbe ton système immunitaire, l'identification qu'il y a des cellules anormales, puis là, tu vas créer un processus en chaîne où ton système immunitaire s'occupe de quelque chose, puis il laisse aller d'autres choses. Fait que prévenir l'inflammation pour la traiter, c'est d'abord et avant tout d'assurer une meilleure longévité puis de prévenir la maladie chronique. Fait que tous les gens qui ont des problèmes chroniques qui sont là puis qui n'ont pas de solution, c'est souvent un processus inflammatoire qui n'est pas réglé. Fait qu'il y a plusieurs façons de faire. Comme je disais, c'est souvent l'alimentation. C'est une alimentation hyper transformée avec le fameux gluten Frankenstein qu'on mange aujourd'hui, puis tu en manges des quantités. Si tu rajoutes tout le temps du bois dans le feu, tu ne l'éteindras pas. Là. Fait qu'on va arrêter de l'entretenir. Mais nous, on a développé ce produit-là parce qu'on a beaucoup d'athlètes qui ont des problèmes par le surentraînement ou des blessures récurrentes et tout ça, qui traitent la blessure, mais ils reviennent toujours. T'sais, on voit souvent, on voit au hockey, mettons, notre fameux club canadien, tout le temps les mêmes qui sont blessés. Est-ce qu'il y aurait une raison? Je ne veux pas faire du diagnostic à distance, mais ça serait possible que ces gens-là ont un moins bon processus de résorber l'inflammation, puis que même s'ils sont théoriquement en bonne condition, ils sont plus probables de blessures parce qu'ils sont pas capables de résorber. Fait on s'approche de résorber le plus possible à zéro l'inflammation systémique, puis prévenir comme ça des processus dégénératifs auto-entretenus, puis accélérer le processus de guérison. Cool. Puis est-ce qu'il y a un lien avec l'inflammation puis le sport, dans le sens, je peux-tu réduire mon inflammation en m'entraînant, faisant du cardio ou pas, ça prend pas? Il y a une bonne... Je vais prendre la balle au bon parce qu'au niveau de l'inflammation puis le sport, l'inflammation fait partie du processus de récupération. Il ne faut pas l'enrayer d'emblée. Le processus de Reactive Oxygen Species, le ROS que tu as après un entraînement de musculation, par exemple, quand tu fais de la musculation, le lendemain, les courbatures que tu as, le monde dit t'es raqué parce que tu as de l'acide lactique. Là. On espère qu'on est sorti de là. Le lactate, premièrement, c'est pas un déchet, on rentre pas dedans. Là. Mais les douleurs, c'est de l'inflammation souvent. Tu as créé des micro-déchirures, puis ça, tu as un processus inflammatoire, mais c'est un signal aussi à ton corps que tu dois t'adapter. Fait que dans les heures qui suivent l'entraînement, tu devrais pas casser ce processus inflammatoire-là tout de suite. Mais à un moment donné, quand ça fait 2 jours que tu es courbaturé des cuisses puis que tu n'en as pas fait, mais là, peut-être que ta récupération pourrait être accélérée par... C'est comme le processus glace et chaleur. Tu viens de te blesser, tu mets de la glace pour freiner un peu le processus de trop d'inflammation, mais une fois que tu as fait ça, il faut que tu la laisses aller un peu pour que ça se répare. Si tu mets de la glace plusieurs jours, tu nuis au processus de réparation. Tandis qu'au niveau musculaire, le processus d'inflammation qui est induit par l'entraînement dans les heures qui suivent envoie le signal à ton cerveau de dire « Hey, ça, il faut que tu le répares mieux. » Mais si tu coupes l'inflammation, tu coupes le signal qui dit qu'il y a quelque chose qui est brisé. Donc, la réparation est compromise. Fait que les produits anti-inflammatoires, oméga-3, les vitamine C, les Inflamm Control, tout ça, toujours 2 heures avant ou après, mais idéalement après l'entraînement. Fait que moi, le monde dit « moi, je m'entraîne le soir, on prend ça le matin, il n'y a pas trop. » Fait que tu essaies de toujours te garder une fenêtre un peu avant, un peu après, que l'inflammation va faire partie du processus de stress métabolique pour causer une adaptation. Super. Là, pendant que je vous ai, je vais en profiter. On en a parlé un peu dans le Zoom hier, Kev, mais j'aimerais ça qu'on couvre le sujet
de la résistance à l'insuline, puis tout ça. Parce qu'à chaque fois que tu m'en parles, moi, je pose des questions, puis j'essaie d'écouter. Puis là, c'est encore complexe pour moi. Fait que je me dis, non seulement des entraîneurs qui nous écoutent, mais des passionnés. C'est quoi la résistance à l'insuline? Comment ça arrive? Pourquoi? Il y a plein de volets. Si on peut l'imager un peu, c'est que on devient résistant à l'insuline. Donc, l'insuline qui est une hormone, le corps devient résistant. Pourquoi il deviendrait résistant? En vrai, les récepteurs aussi aux abords des cellules, l'exemple musculaire, pourraient venir à diminuer. Donc là, le corps se protège. C'est comme si tu viens avoir une alimentation X transformée, tu viens avoir donc une personne qui est sédentaire, travaille de bureau, et donc là, les réserves de glycogène, donc de sucre intramusculaire, augmente. Fait que là, vu que tu ne bouges pas, tu ne les dépenses pas. Mais là, à un moment donné, le corps fait comme, attends un petit peu, là, mes réserves sont pleines. Là, tant que tu continues à en manger, là, j'ai plus de place là, de mon côté. Là. Fait que ça fait que tranquillement, les récepteurs peuvent, si j'essaie de l'imager, là, peuvent disparaître pour en mettre moins en son abord pour dire, écoute, j'en veux pas plus. Puis là, le corps va convertir ces molécules de glucose-là, exemple, en graisse. C'est une image. Donc, la personne qui voudrait diminuer cette résistance à l'insuline-là pourrait juste commencer à bouger, va vider ses réserves de sucre dans ses muscles, va créer de l'espace pour être capable de amener une diminution de la glycémie, amener une entrée de glucose qui va être à l'intérieur. Mais c'est plus large que ça. C'est pas juste ça. Des fois, ça peut être une personne va avoir des problèmes métaboliques au niveau de son foie. C'est qu'un foie qui peut commencer à être gras. Exemple, si on prend du sirop de maïs en haute teneur en fructose, le fructose est principalement métabolisé par le foie, pas par les muscles. Donc, ce qui fait qu'on se ramasse à avoir un foie qui doit gérer une grande quantité de fructose. Je ne suis pas en train de dire que les fruits sont mauvais. Les fruits contiennent un équilibre entre fructose, glucose généralement, et on n'aura pas cette abondance-là que dans les produits transformés, on va venir à avoir. Mais quand on en consomme trop, le foie vient surcharger. Là, le foie commence à développer une résistance aussi à l'insuline qui fait que ça sécrète plus d'insuline qui est l'hormone. Et là, à cause qu'il y a trop d'insuline, les autres cellules du corps, les autres organes peuvent développer, eux, par la suite, une résistance à l'insuline. Fait que c'est un petit bordel qui peut se créer, qui est réversible, qui peut se rattraper si on fait les bonnes actions. Puis quelqu'un qui a développé de la résistance à l'insuline, c'est quoi qu'il va observer chez lui, les conséquences de cette résistance-là? C'est quoi qui se passe? Des fois, la personne ne s'en rend pas compte. Fait qu'il va y avoir un gain de poids qui va être présent, la glycémie va commencer à augmenter, puis même le taux d'insuline à jeun le matin va augmenter, sauf ça, il faut des prises de sang pour le voir. Mais niveau symptomatique, je verrais, il n'y a pas grande... ça va être sa condition normale, en vrai, c'est qu'il s'en va. Tranquillement, on peut aller vers un diabète de type 2 qui est vers là. Fait que la personne, sans avoir de prise sanguine, peut ne pas s'en rendre compte. Pour elle, c'est son quotidien. J'ai toujours été fatigué, la fatigue peut être présente, parce qu'il peut y avoir des up and down au niveau de la glycémie. Mais il y a des mythes aussi là-dedans, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont très minces, qui sont résistants à l'insuline, puis il y a des gens qui sont gros, qui ne sont pas. Exact. Parce que tu deviens résistant quand tu n'as plus de place pour en disposer aussi. Tu sais, tu as le processus là, du fameux GLUT4 que tu expliquais, qui va aller à la surface du muscle, qui va prendre Mais tant que tu es capable de prendre ton insuline puis de convertir en triglycérides puis de le stocker sous forme de gras, tant que tu as de l'espace dans les cellules sous-cutanées, si tu es venu au monde avec plus de cellules puis tu es capable d'expanser, ça se peut que ta glycémie soit correcte parce que tu as de la place pour l'envoyer, le surplus. Mais il y a des gens qui ont une lipodystrophie, qui ont très peu de cellules adipeuses. Il y a des maladies qui existent, les gens qui sont hyper résistants à l'insuline puis sont gros de même. Là. Parce que leur taux de capacité d'éliminer le surplus, ils n'en ont pas de place pour le mettre, fait que ça reste dans la circulation sanguine, puis ils deviennent diabète de type 2, puis tout ça. Fait que la plupart du temps, c'est des examens fortuits qu'ils détectent. Ils vont chez le médecin faire un bilan annuel, puis la glycémie à jeun est élevée. Certains médecins vont faire ce qu'on appelle la HbA1c, l'hémoglobine glyquée. L'hémoglobine glyquée, merci. Puis là, ça me donne un peu le portrait des 3 derniers mois. Puis là, on fait justement, on regarde au niveau des enzymes hépatiques, les enzymes sont élevées, on envoie la personne faire une échographie, puis là, on se rend compte qu'il y a un foie gras. Parce qu'avant, on appelait ça la stéatose hépatique alcoolique. On voit ça chez mon oncle Jean-Paul qui buvait du gros fort, puis de l'alcool, puis tout ça, parce que le foie, lui, était engorgé de cet alcool-là, pas capable de métaboliser, puis il faisait ça. Mais là, on a des gens qui ont une stéatose hépatique non alcoolique. Puis on voit ça des gens de plus en plus jeunes parce que dans la surconsommation de fructose, c'est beaucoup dans les boissons. Fait que les gens ne mangent pas si mal que ça. Ouais, mais tu bois 2 litres de coke par jour. Il y en a du fructose dedans, puis c'est pas métabolisé, comme Kevin disait, par les autres cellules. Fait que c'est pas de l'énergie qui est serviable à d'autres choses. Fait que ça reste dans le foie. Fait que la résistance à l'insuline, c'est plurifactoriel, c'est surconsommation en général de calories, trop de produits transformés. Puis si tu rajoutes sur le top de ça du high fructose corn syrup ou du fructose, mais là, c'est un abonnement à ça. Puis c'est qu'est-ce que je viens de décrire là? Ah oui, le Standard American Diet. Fait que c'est le nord-américain moyen. Puis, parce qu'après ça nous mène vers d'autres
complications de santé, là, athérosclérose, hyperinsulinémie, le côté hypertension, cholestérol, le syndrome métabolique qu'on appelle va venir de soi. Là. Fait que c'est une première étape vers la résistance. La résistance à l'insuline est la première étape vers d'autres maladies qui s'en viennent s'il n'est pas réglé. On a tendance, puis j'en suis, à avoir pointé du doigt trop le sucre. C'est sûr que le produit que tu es en hypercalorie puis tu abuses le plus souvent, si tu regardes l'alimentation des gens, il y a beaucoup de sucre qui est non nécessaire. Si tu n'as pas de dépense énergétique, le sucre, c'est le glucose, c'est de l'énergie. Fait que tout ce qui se transforme en glucose, si tu n'en as pas besoin, tu vas le stocker en quelque part. Là. Fait que on a tendance, mais c'est hypercalorique avec hyperglycémie. Donc, qu'est-ce qui va influencer ta glycémie quand tu es déjà en surplus énergétique? Parce que tu peux pas brûler de gras quand ta glycémie est élevée aussi. Ça, c'est une autre affaire physiologique, il faut que le monde sache. C'est que quand tu es en résistance à l'insuline, tu peux en parler aussi avec les ovaires polykystiques, les femmes qui ont les PCOS. C'est pas nécessairement des femmes ces femmes sont grosses, mais elles sont pas capables de perdre du poids. Le peu de poids qu'on perd, on a besoin de le perdre parce que quand tu es en résistance à l'insuline, tu as un débalancement de ce genre-là. Tant que ta glycémie est élevée, ça fait partie de l'homéostasie. L'homéostasie, c'est de maintenir ta température corporelle, maintenir ton pH. Le monde dit « je suis acide ». Non, c'est acide, tu seras mort. pH sanguin, c'est 7,4, puis si t'es à 7,2, c'est pas besoin d'une variation très grande. Température corporelle, c'est la même chose. La température corporelle, c'est 37-38. Si t'es à 40, tu fais vraiment pas. pH, après ça, on parlait de la pression artérielle et la glycémie. Donc, dans les urgences, comment ton corps, la physiologie marche, regarde, mais si ta glycémie est élevée, chum, moi, je vais brûler du sucre pour essayer de m'enlever ça de là. Puis ton gras, je m'occuperai ça plus tard. Fait que tant que tu as un surplus calorique avec du glucose, tu entretiens ça. Fait que chez les gens, tant qu'on ne réussit pas à rétablir la glycémie, on ne réussit pas à les faire perdre du poids. Fait que quelqu'un qui est résistant à l'insuline, le processus de perte de poids peut être plus long. Fait que c'est la bonne manière de faire, c'est de changer l'alimentation, bouger plus, parce qu'une contraction musculaire nécessite du glycogène pour se faire. Fait que nécessairement, plus tu dépenses ton glycogène, plus tu augmentes la volonté du corps de refaire ses réserves, donc tu renverses le processus de résistance. Mais ça, il faut que tu le fasses. Fait que la majorité des gens, le processus est simple. Même si c'est complexe, mais c'est simple à l'expliquer. Tu manges trop, tu ne bouges pas assez, puis tu manges surtout trop de produits qui sont non nutritifs, mais hyper caloriques. Puis j'imagine aussi que de manger plus souvent des petits repas dans la même quantité, ça doit aider. Parce que si je mange beaucoup de glucides, on va manger des petits pogos à toutes les 2 heures. mais mettons le même bon repas, mais tu sais, mettons, je mange, on va dire, je séparais une quantité de riz au travers du jour versus je mange un repas, puis là, je le prends tout. Est-ce que ça va sécréter comme plus d'insuline, puis causer de la résistance versus comme de le manger un petit peu? Fin de la journée, si tu es en déficit énergétique, que tu l'aies mangé en 2, 3, 4 ou 6 repas, tu vas arriver avec un déficit. Quand tu es en déficit énergétique, ton corps a une dépense plus élevée que ses apports, fait qu'il faut qu'il aille chercher dans ses réserves. Dès que tu es en train de puiser dans tes réserves, tu es en train de t'envoyer sa bonne voie. Parce que tu baisses, dépendamment du type d'exercice que tu fais, si tu es anaérobique ou aérobique, du glucose ou du gras, mais tu cherches dans tes réserves. Moi, je dis souvent que 6 repas par jour, ça vient du bodybuilding. Puis j'en suis. Quand je commençais, moi, je prenais mes gars de bodybuilding off-season pour prendre de la masse musculaire, 7 repas. Parce que là, il fait qu'il mange 5000 calories, il ne peut pas manger ça en 2 snacks. Puis là, il arrivait en perte de poids ou en préparation de compétition, on baissait les calories, 7 repas. Il grignotait 7 fois par jour. Fait que ça rajoutait la chance de prendre des mauvaises décisions 7 fois. Là. Fait que quand tu es mis à 3 repas par jour, mais là, tu as 3 affaires planifiées plutôt que 7. Fait que la chance d'erreur, fait que il faut que tu planifies tout ça. Ta logique n'est pas mauvaise parce que moins tu as une réponse insulinique qui est grande dans un repas, plus ta vague, ta courbe, c'est ça. Plus logiquement ça devrait être. Mais la réalité, c'est que les gens, comment ils vont-tu manger un petit peu plus à chaque fois? Parce que c'est exposé, fait que ça va se traduire par un total qui est plus élevé. Fait que plus tu ajoutes des chances d'erreur, de prise de décision, plus tes chances de succès sont basses. Puis là, est-ce que tu sais ma prochaine question pour toi? Non. Y a-t-il un supplément qui peut aider avec ça? On est juste à parler, puis il faut en parler. Les fameux peptides, qu'on parle d'Ozempic et tout ça. Il y en a un nouveau, le rétatrutide, qui travaille sur 3 mécanismes, le GLP-1, le G1P et le glucagon. C'est extraordinaire, les effets qu'on a avec ça. Je ne veux pas vendre ça, mais même l'obésité aux États-Unis présentement est en diminution à cause de la popularité de ces molécules-là. On parlait de 40% de la population qui était obèse, on est rendu à 34%. Wow. La seule affaire qui a changé, c'est l'utilisation de ces produits. Autant c'est efficace, autant c'est intéressant, autant que ça prouve que le monde ne font pas les bonnes affaires. Parce que
ultimement, tu manges moins. Et ça t'aide à mieux métaboliser le glucose parce que ça agit sur les mécanismes de satiété, sa résistance à l'insuline, sur la capacité de produire du glucagon versus l'insuline. Puis, tu sais, quand la physiologie qu'on parle, qui pourrait être induite par je mange mieux, je bouge plus, puis je fais attention. Fait que si tu pars avec ça pour avoir des résultats, fine. Mais montre-moi dans le processus comment maintenir ma masse maigre, manger assez de protéines, parce que si je coupe égal partout, puis je mangeais, comme ben les Nord-Américains moyens, mangeaient 60% de leurs calories sous forme de gras et de sucre, puis l'autre, même 75-80%, puis le reste de la protéine, puis tu coupes égal. Là, t'es rendu que tu mangeais 60 grammes de protéines par jour, tu en manges 30. Tu vas pas être beau tout nu, là. Tu vas être maigre, tu vas être pas... Fait que dans les suppléments, on n'a rien qui est aussi efficace que ça parce qu'un médicament, une molécule ou un peptide agit directement sur un récepteur. Quand on parle de suppléments, on travaille sur des mécanismes, des systèmes. Donc, on a une action qui est beaucoup plus large, qui est beaucoup moins spécifique. Ça veut pas dire que c'est moins efficace à moyen long terme. Ça veut dire que c'est moins directement... on peut parler de la berbérine, on peut parler de la gynémocydbase, on peut parler du chromium, on peut parler d'un paquet de vitamines du complexe B qui ont un effet aussi sur la glycémie. Le magnésium, c'est important aussi là-dedans. Là. Fait que les suppléments vont aider, mais dans un cadre où la personne fait des bonnes habitudes de vie. Tandis que ces médicaments-là vont avoir un effet sur les habitudes de vie. Parce que tu as moins faim, tu manges moins, puis tu as des symptômes quand tu manges trop. Le supplément ne fait pas ça. Fait qu'à comparer les deux, on n'est pas à force égale. Là. Clairement. Mais les gens qui décident de « je vais manger mieux, je vais faire de l'exercice », puis tout ça, puis rajoutent un supplément pour ne pas le nommer comme glucocontrôle, vont accélérer le processus. Fait que c'est très intéressant, mais c'est un adjuvant au résultat. C'est pas un résultat en soi. Tandis que la molécule, comme l'Ozempic ou whatever, mais elle va induire. Moi, j'en connais du monde qui ont dit comment ça s'expliquer, le manoir. Puis si on a assez de les écrits, quand je mange, je suis le pot pantoute. C'est pour ça que ça marche. Ouais, c'est clair. Mais ça a une durée de vie quand même. Ben, la lune de miel va durer un certain temps. Fait que moi, j'ai hâte de voir, là, bon, peut-être que l'obésité a commencé à diminuer, mais moi, j'ai hâte de voir dans 5 ans parce que c'est de prendre le produit, oui, l'appétit est moins, mais dans 2 ans, quand le produit fait moins effet ou dans 18 mois, là, c'est quoi tes habitudes de vie? Parce que le nerf de la guerre, c'est pas un médicament, c'est vraiment changer tes habitudes de vie. La société s'est transformée pas par des changements génétiques. Là, pourquoi on est passé de 20% de la population qui était obèse à 60% dans des certains... Le Mexique a dépassé les États-Unis en obésité parce qu'ils n'ont pas la même génétique, ils n'ont pas souvent la même taille. Mais ils ont acquis quoi? Les habitudes nord-américaines. Il y a des McDonald's, puis des ci, puis les autres mangeaient déjà beaucoup de tacos, de ci, de produits riches. Mais ils leur rajoutent le Coca-Cola par-dessus ça. Le Coke coûte moins cher que de l'eau dans des épiceries de grands marchés. Fait que le problème, c'est que sans changer tes habitudes de vie puis changer les habitudes d'une population, là, on décrit maintenant l'obésité comme une maladie. C'en est une. Mais elle n'était pas induite par ta génétique à la base. Elle est devenue une maladie parce que, rendue dans un certain processus, t'es foncièrement malade. Tu as une maladie métabolique que, même si tu veux, tu pourras peut-être pas être capable de renverser parce que tu es rendu trop loin dans le processus. Fait que là, je suis tout oui. Mais il faut regarder ça, de dire, mais regarde, on s'est rendu là, on a un médicament qui va nous aider. Mais Christy, il ne faut pas que ça devienne... Parce que moi, j'en écoute des médecins, puis ils disent, ben là, on a une prescription à vie, là, la personne est malade. C'est comme l'hypertendu qui doit prendre un médicament sur l'hypertension. C'est comme le dit... J'aime pas ça, parce que je me dis, avant, là, ces gens-là, ils sont devenus comme ça, la société est devenue comme ça. Puis je ne pointe pas un individu, ça, c'est un problème sociétaire. On est devenu de même parce que tout le monde fait la même affaire. Là. Puis on a accepté ça. Puis les gens de génération en génération ont perdu les bonnes habitudes. Fait que là, tu dis, reprends tes bonnes habitudes. C'est quoi une bonne habitude? Fait que là, on décrit maintenant l'obésité comme une maladie. Puis c'est pas pour faire du body shaming puis de dire les obèses sont coupables sont des victimes un peu du système de l'environnement. Mais la maladie est induite par les habitudes de vie. Donc, d'abord, tu peux commencer avec le médicament pour te donner un coup de main. Mais tes habitudes de vie vont faire foi de tout parce que si c'est juste le médicament que tu as perdu le combat. Là. Et tu n'as pas compris la cause non plus sur laquelle tu dois t'acharner un peu. Je le vois un peu comme la cigarette. Il y a une époque où on a
les gens ont commencé à fumer. C'est un produit qui n'est pas intéressant au niveau du goût, qui empêche tout le monde, mais tout le monde, les médecins fumaient. Puis après ça, on s'est rendu compte des maladies que ça pouvait causer. Puis là, on fait un step back. On fait comme, OK, on va le retirer tranquillement. On peut encore en acheter, mais est-ce que les aliments transformés, est-ce qu'éventuellement, on va être capable de dire, OK, on a créé, au lieu d'un cancer du poumon, mais on a créé un syndrome métabolique ou des maladies de l'obésité qui découlent de l'obésité parce que telle alimentation monte en vogue. On les laisse disponibles, mais on va avoir une sensibilisation qui va être peut-être plus présente parce que c'est... Puis un médicament, par définition, si tu agis sur un mécanisme, tu n'agis pas sur d'autres. Fait que tu as nécessairement des effets secondaires. Exact. Il n'y a aucun médicament qui vient avec aucune liste d'effets secondaires. Tu prends ces molécules-là, tu regardes la liste, tu dis, ah, OK. Fait que là, on n'a plus de recul. Fait que si tu dis à quelqu'un, je te prescris Lifetime, dans 20 ans d'ici, ça va-tu marcher encore? Si ça ne marche plus, on va-tu créer la nouvelle résistance aux antibiotiques? Parce que quand j'étais plus jeune, moi, tu rentrais chez le médecin, tu faisais prescrire la pénicilline, des antibiotiques. Là, aujourd'hui, on dit, oh, tabarnouche, on a peut-être trop prescrit. Ouais. Fait que souvent, c'est ce genre de recul-là, en voulant sursimplifier l'affaire. Fait qu'on va avoir besoin de faire... C'est ultra intéressant. C'est la première fois qu'on a vraiment quelque chose qui marche. Mais là, on a tombé dans la dérive de dire, si ça marche, voici, on n'a plus besoin de s'occuper du reste. C'est la pilule magique, c'est facile. C'est ça. J'ai rien besoin de changer, je fais juste, mais non, il faut que tu changes quelque chose. Et puis, sérieusement, moi, je reviens toujours aux aliments transformés, ça va être ça le nerf de la guerre. On a fait la guerre aux glucides, on fait la guerre au gras, on n'a jamais fait la guerre aux protéines parce qu'ils sont vraiment moins nocifs. Il n'y a pas de danger qui est au niveau Il y en a une. Il y en a une? Non, je veux dire, c'était pas... Mais pas pour l'obésité. Non, c'est pas relié qu'on veut faire la guerre. Pointer du doigt les protéines de qualité, la viande rouge commence à donner le cancer. Il y a un débat là-dessus, mais je connais personne qui est malade de manger des produits naturels, peu importe. Fait que le gros défaut, c'est la sursimplification puis le marketing qui vient avec. Là, les compagnies pharmaceutiques, écoute, là, on parle, si on a réussi à baisser en pourcentage d'obésité américaine, combien il y a de gens qui prennent ces produits-là et combien c'est payant pour les compagnies qui les produisent, c'est là qu'on tombe dans des dérives. Parce que quand il y a de l'argent, il y a de l'humain, il y a de l'humain, de l'humainerie. Ouais. Puis là, moi, j'ai fait un post là-dessus, je me suis fait ramasser comme on fait. De toute façon, je me fais toujours ramasser. Ben, c'est ça vient avec faire un post. C'est ça. Fait que, mais j'ai eu les deux. Là. J'ai eu des gens qui m'ont dit, moi, j'avais fait le miracle est fini parce que j'avais écrit ça comme titre. Fait qu'en partant, je partais quelque chose pour attirer. Mais j'ai eu. C'est toujours le genre de post qui polarise, qui fait le plus de vues. Mais ce que j'écrivais, c'est que c'est ça. Là, il y a des gens qui ont des effets secondaires, ils ont eu de la cécité parce que le médicament, au début, était prescrit à X milligrammes par semaine pour contrôler le diabète de type 2. Ils se sont rendus compte qu'ils perdaient du poids. Là, en donnant le double, ils perdaient du poids plus vite. Là, faut-tu donner le quadruple pour donner... Mais là, ça vient avec d'autres affaires. Là, tu peux pas... Fait que l'idée, c'est très bon. Mais comment c'est appliqué, encore une fois, on tombe dans une histoire qui fait pas de sens. Fait que, tu sais, moi, je disais, le miracle est fini parce que là, il y a un gros collectif qui était fait parce qu'il y a des gens qui ont des effets secondaires importants, puis il y a des gens qui témoignaient que ça les avait aidés à perdre du poids. Mais il y en a d'autres qui disent, moi, au début, j'ai perdu 40 livres, mais là, j'avais tellement mal au ventre, j'avais dit arrête tout le temps, là, j'ai toujours arrêté. Qu'est-ce que tu as appris entre les deux? Tu vas revenir exactement, ton 40 livres va revenir, puis tu n'as plus de solution. On t'a-tu vraiment aidé? Fait que l'idée, c'est, je te prends en charge, parce que le système de santé a de la misère à faire, puis là, présentement, on s'entend que c'est encore pire. Fait que si tu me donnes la molécule, puis tu me donnes les ressources après ça, là, on va avoir vraiment un changement de paradigme. Puis après ça, on retire la molécule et on garde avec les bonnes habitudes. Voilà. Manger le plus près de la nature possible, c'est vraiment la solution. Puis que tantôt, tu parlais de manger plus fréquemment dans la journée. Mais la libération d'insuline va aussi jouer en fonction de qu'est-ce qu'il y a dans ton repas. Plus il y a de fibres, par exemple, des légumes qui sont présents ou même des graisses, va ralentir la digestion qui fait que l'entrée en glucose au niveau sanguin ne sera pas si rapide que ça. Et donc, la libération d'insuline va être modérée. Fait que déjà, de mieux manger. Puis on s'entend là aussi, de manger plus près de la nature. Là, on parlait des carottes tantôt, mais ou des raisins ou des bleuets. Faut-tu que je coupe? Non. Donc, on garde... La majorité, exemple, quand on a fait la guerre aux glucides, c'est parce que la majorité des glucides se retrouvent dans les biscuits, les galettes, ils sont riches. C'est des aliments transformés. Fait qu'on a comme barré une catégorie, puis c'est comme, OK, les bleuets, c'est pas bon pour la santé. Tu sais, c'est que là, il y a de l'illogisme derrière. Plus près de la nature possible. Puis moi, ce que je pensais, c'est une des molécules qui est très utilisée dans le syndrome des ovaires polykystiques pour gérer la résistance à l'insuline, c'est l'inositol. Fait que ça, c'en est un bon supplément. Tu sais, oui, on aurait le chrome, etc., pour gérer la glycémie sanguine, mais pour la résistance à l'insuline, l'inositol est quelque chose d'intéressant. Qu'on a dans le Yin Reserve, je pense. Yin Reserve, c'est ça, avec le magnésium. Mais tu sais, il y a plein de molécules intéressantes, mais ça fait partie... Tu sais, la supplémentation fait partie de tes habitudes de vie. Tu sais, moi, je dis tout le temps, le mot le dit. Tu sais, en France, on dit complément alimentaire. Nous, on parle de supplémentation. C'est pas un remplacement de rien. C'est un supplément de. Tu manges bien,
tu vas accélérer le processus, supplément marche. Mange mal, prends un supplément, Exact. marche pas. Puis mettons là qu'un client qui est en perte de poids, puis il commence à tout faire les affaires bien, mais il vit de la faim et ou de la fatigue. Puis que là, c'est comme, je devrais-tu manger un peu plus pour être moins fatigué puis avoir l'énergie de m'entraîner ou pas? C'est quoi vos Moi, je conseils? suis tout le temps en train de travailler sur pourquoi. Ouais, il faudrait évaluer. Pourquoi tu es J'allais fatigué? dire. Sommeil, c'est tout le temps... Sérieusement, les gens négligent énormément le sommeil. Puis, moi, j'avais un de mes professeurs, Angelo Tremblay, à l'Université Laval, puis lui disait tout le temps que le sommeil est le facteur, est l'élément numéro 1, bien avant l'alimentation puis l'entraînement, qui va être capable de me prédire si la personne va être en surpoids dans le futur. Donc, le sommeil cause un stress au niveau du corps, ce stress-là peut se traduire par une difficulté à gérer les glucides, donc une résistance qui peut se produire au niveau musculaire, et donc peut-être une conversion plus grande au niveau des graisses. Il y a plusieurs étapes physiologiques là, que je ne les connais pas tous et toutes, mais pour moi, c'est le sommeil est une partie très importante, et donc C'est le facteur numéro 1 pour accélérer le processus de résistance à l'insuline. Quelques nuits d'interruption de sommeil, tu mesures systémiquement la résistance à l'insuline. Il y a déjà une hyperinsulinémie, une résistance. Tu fais 3 nuits de 5 heures, tu as déjà enclenché le processus. Ouais. Fait que, Pour la perte de poids aussi. ça va bien plus vite, le manque de sommeil, que la surconsommation. Ouais. Puis un amène l'autre. Fait que c'est un facteur de multiplication. Fait que oui, ça fait partie. C'est pour ça que le counseling, c'est toujours... C'est pour ça que je disais, donne-moi une diète et un programme. Mais là, on va parler de ça, on va parler de ça. Tu vas voir que le processus, il va nous prendre des mois là, avant qu'on arrive à faire quelque chose de complet. Tu poses la question sur le sommeil, puis même souvent, moi, je rentre tout de suite dans la discussion digestive, qui est un sujet un peu tabou, mais comment va la digestion, les gaz, les ballonnements, les inconforts? C'est un sujet que les gens n'aiment pas parler, mais c'est quand même quelque chose d'hyper important, puis ça me donne beaucoup d'informations qui fait, des fois, ça peut être ça peut être relié à la fatigue, ça peut être une mauvaise digestion, fait que tu assimiles pas ton énergie. La quantité de X, on parlait des glucides tantôt, c'est juste les pommes de terre. Le monde te mange chaud, te mange froid, tu n'as pas le même index. Exactement. Tu as des les amidons résistants. Les amidons résistants que tu as dans... Les pommes de terre froides. Fait que tu as un paquet d'affaires que tu peux faire qui peuvent améliorer ta situation, qui sont pas si restrictives que ça. C'est des simples ajustements, souvent, répétés dans le temps, encore une fois. Puis au niveau de l'activité physique, j'ai publié l'autre fois une étude qui est très intéressante, que tu passes de 2000 pas à 7000 pas par jour, tu diminues toutes tes causes de décès confondues de 42 %. C'est pas si compliqué, là. Fait que souvent, les gens voient ça comme une montagne. Ah, j'ai pas le temps, faut que j'aille au gym. Commence par commencer. Puis le goût va te prendre assez vite. Quand tu as des résultats, à un moment donné, je vais passer à l'étape suivante. Là. Tu sais, quand tu as goûté au résultat, c'est un peu la même affaire. C'est la pas du gain, là. Même affaire. Tu as une récompense. Tu sais, ça marche. Là, je dirais que ça marche plus. Qu'est-ce que je fais? Es-tu prêt à t'inscrire au gym? Ah, là, je suis prêt. Au début, ça me tentait pas, mais là, je serais prêt à y aller. Fait que, tu sais, c'est de changer un peu notre mentalité. Tu sais, on est dans une... Tu sais, moi, quand je regarde comment on pense comme société, puis comment ceux qui sont en autorité traitent le sujet, on a passé à côté des cibles beaucoup. Tu sais, on parle beaucoup d'activité physique, puis tout ça, mais on devrait valoriser ça bien plus. Tu sais. Crédit d'impôt pour l'abonnement au gym, crédit d'impôt pour l'entraîneur. Tu sais, il devrait avoir... Tu sais, au Japon, ils ont compris ça fait longtemps. Tu sais, les médecins qui ont des patients les moins malades sont mieux rémunérés que ceux qui ont... Tu sais, la récurrence. Il y a quelque chose qu'on peut faire pour être capable de partir la roue dans le bon sens. Puis on va l'échapper. Là. Ah, puis tu sais, au Japon... Non, mais j'allais dire, au Japon, il y a des... pas des stations d'essence, mais des 7-Eleven il y en a des millions, tu sais, puis ils ont ils ont des allées au complet de repas prêts à manger, puis c'est du saumon, des affaires, puis comme... Ah. Ils ont énormément de cochonneries aussi. Hein. Ils ont toutes sortes de gâteaux de ci, de ça, mais le monde ne mange pas ça en grosse. Ouais, ils ont plein d'affaires. Il y a même des magasins ici qui ont des bonbons exotiques qui viennent de là-bas. Ils ont l'offre, mais ils ont une mentalité qui est différente de nous autres. Ah, puis tu sais, tu regardes leur déjeuner là-bas, puis c'est comme ils mangent du poisson avec des œufs, puis c'est tellement différent. Ça me fait capoter. Je comprends pas pourquoi ici, c'est si... Mais juste en Europe. Tu vas en Europe. Moi, j'ai travaillé en Europe, puis tu vas dans un restaurant, tu ouvres le menu, tu dis, ah, là, tu vois ça, OK, émincé de poulet, machin, avec le caisse. Bon, t'arrives, t'as un morceau de poulet gros de même, mais... Tu sais, moi, je crevais de faim au début. Là. Je disais, comment je vais faire? Passer au travers. Tu sais. J'étais logé à l'hôtel. J'ai demandé d'avoir un condo pour être capable de cuisiner les affaires. Là, j'ai réalisé, OK, ils ne mangent pas si bien que ça, mais ils sont tous en déficit énergétique. Tu sais, des jeunes avec un croissant et un café, manger 300 calories, c'est de la boîte, mais
Puis le midi, ils mangent une petite brioche avec un morceau de salami, c'est pas parfait, là, un morceau de charcuterie. Puis le soir, tu sais, ils mangent tard. Tu regardes la part, nous autres, là, moi, je me souviens, il y avait un gars qui était venu, on l'avait amené au Nichols, le restaurant de Céline Dion dans le temps. Il regardait le dessert, il était comme, hein, c'est une portion, ça? Oui. Un morceau de dessert, 3 étages. Il venait de manger sa grosse assiette. On n'a pas ça, nous autres, chez nous. Je dis, non, vous n'êtes pas gros non plus. C'est ça. Tu sais, c'est ça. Tu peux commander un poulet complet au Saint-Hubert. Ça va trouver ça en France. Un poulet complet dans un restaurant. Tu demandes ça au chef, il va dire, ça va? Du coup, ça va? Ouais. Donc, nos habitudes de vie, là, on est loin du sujet de départ, mais je pense que les gens, s'ils veulent s'inculquer quelque chose, commencer en quelque part qui fait du bon sens, puis ils build là-dessus. Cool. Je pense qu'on... Bon épisode Ouais. là-dessus. Merci, Bon, gang. bonne à tous. Ouais, bonne année. Bonne année. Super. À bientôt. 26.